communiste au sein du Parti de la gauche européenne, il est éminemment important parce que fédérer toutes ces luttes, tous ces espoirs et puis toutes ces normes sociales, jusqu'où on les place, c'est tellement important pour tout le monde, quoi. Pour nous, en France, l'Europe, c'est vraiment une réalité géographique. On est un continent européen, mais c'est une réalité politique. Et les libéraux, comme ils l'ont construit, cette Europe, au nom de cette construction, au nom des traités qu'ils ont signés, vraiment la conséquence directe, c'est l'austérité chez nous, c'est les 3% du PIB qu'on ne dépasse pas. Et c'est l'austérité chez nous, c'est la réduction des services publics, c'est tout ce qu'on a connu, c'est tout ce que le quinquennat Hollande nous a approfondi après celui de Sarkozy. Au point qu'on a aussi chez nous des citoyens qui disent l'Europe, voilà, c'est la version Marine Le Pen, l'Europe est décentralisée, on casse tout et on démolit tout. Bon, alors effectivement, nous, au Parti communiste, on pense qu'il ne faut pas en rabattre sur l'ambition de construire un monde juste et libre, mais dans ce monde, une Europe qui soit un phare pour l'humanité. Je pense qu'on peut se dire qu'on est au moins à ce niveau-là d'ambition, mais ça suppose de refonder les institutions, le sens de cette construction, la démocratie et le développement socio-économique. Alors, pour développer ce sujet, je passe tout de suite la parole à Anne, que je voudrais donc présenter. Anne, responsable du Parti communiste aux questions européennes. Et puis, elle représente le Parti communiste au sein du Parti de la gauche européenne. Elle est à Rome à ce sujet. Bon, voilà, donc tu peux élargir, nous donner toute ton expérience. Nous t'écoutons. Voilà, je te cède la parole. Merci beaucoup. Bon, je vais me chronométrer pour essayer de ne pas trop dépasser le temps qui m'a été imparti. Donc du coup, je ne vais pas tout développer. Je voulais commencer par vous remercier pour avoir organisé enfin, j'ai envie de dire, dans cette campagne, un débat sur les idées, sur un enjeu crucial pour le pays. Ça nous change un peu d'arrêter de parler des pantalons de Monsieur Fillon. Et je crois que ça vaut la peine et qu'au final, c'est aussi quelque chose qu'on doit valoriser, nous, c'est qu'on réfléchit ensemble, on réfléchit beaucoup et on essaie de construire des alternatives. Alors, ça a été dit plusieurs fois, c'est les 60 ans du traité de Rome cette année et les 25 ans du traité de Maastricht, c'est les 15 ans de l'euro, donc, et qui se déroule sur fond d'une crise économique et sociale très très profonde en Europe. Je pense que c'est pas tellement la peine de développer. Ça a été dit, on connaît les politiques d'austérité qui ont été mises en place pour sauver les banques. Ça fait pas de mal de le rappeler. Et non pas pour sauver les pays. Et donc, on est dans une crise très profonde, mais qui est maintenant, qui se traduit par une crise politique très très profonde aussi, dont vous allez voir, on retrouve toutes les dimensions dans la campagne présidentielle française. Et c'est à travers ça que je vais vous parler d'Europe, parce qu'on voit beaucoup de choses dans la présidentielle française qu'on retrouve dans plein d'autres pays. D'abord, pour vous illustrer un peu cette question de la crise politique, dans plein de pays européens, les gouvernements, les coalitions qui ont appliqué l'austérité sont quasiment à chaque fois sanctionnés aux élections par les citoyens. Et quelque part, il s'est passé quelque chose comme ça dans la primaire. C'est-à-dire que Sarkozy a été battu, Hollande a été empêché d'être candidat, et Valls a été battu. Et ce sont eux qui ont, et même pour Sarkozy, rédigé le dernier traité budgétaire, et qui donc ont été sanctionnés à la primaire. J'y reviendrai, ça ne veut pas dire que leurs idées ne sont plus là. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même des choses qui se sont exprimées par rapport aux dirigeants qui nous ont entraînés dans la situation dans laquelle on est. Un deuxième aspect de cette crise politique, c'est évidemment la montée des extrêmes droites et des droites populistes qu'on constate dans énormément de pays européens. Et nous, on est les premiers concernés, donc avec maintenant comme seule certitude du deuxième tour de la présidentielle, la présence de Marine Le Pen. Donc ça, c'est évidemment une importante menace pour la France, mais aussi pour les pays européens, comme ça a été dit tout à l'heure. Et puis, troisième
illustration de cette crise politique, c'est évidemment le choix des Britanniques de sortir de l'Union européenne. Vous avez vu qu'aujourd'hui, Theresa May a enclenché l'article 30 du traité qui permet donc 2 ans de négociation, pardon, 50. Dans sa suite. Donc, qui permet donc de passer à des négociations de sortie de l'Union européenne et qui peuvent s'étaler sur 2 ans jusqu'aux prochaines élections européennes de 2019. Donc, évidemment, quand on a une crise aussi profonde, et en plus, je dirais, en France, qui vient fracasser toute la crise elle-même de la Ve République, qu'on a pu constater toutes les années précédentes. Quand on a ce niveau-là de crise, le débat de projet ressurgit et voilà. Et donc je pense que la question qui est posée aux Français en 2017, c'est pas combien a coûté le pantalon de Monsieur Fillon, mais quelle vision, quels combats seront portés par la France sur la scène européenne à partir de juin 2017. Et ça sera déterminant pour notre pays, pour la capacité à mener une politique non en faveur de la population française, mais pour l'ensemble des pays européens, car la France est un grand pays qui pèse et qui, si elle revoyait un peu ses alliances et utilisait tous les outils, toutes les positions dont elle dispose, toutes ces zones d'influence au sein de l'Europe pour mener une politique en faveur des populations, le rapport de force serait énormément changé déjà. On parle souvent de la Grèce et on voit le désarroi qu'a pu créer les difficultés dans lesquelles est encore le gouvernement grec, puisque là, ils ont un accord entre patronat et syndicats pour restaurer les conventions collectives en Grèce, et c'est au niveau européen qu'on est encore en train de leur refuser. Donc voilà, la bataille continue. Mais il est évident que si un pays comme la France basculait dans le camp du progrès, ça changerait beaucoup de choses pour les Grecs aussi, évidemment, et pour tous les autres peuples qui combattent l'austérité. Alors je disais tout à l'heure, les Sarkozy, Valls, Hollande ont été battus à la primaire, mais leurs idées sont totalement incarnées encore. Elles sont incarnées, disons, avec de variantes, et ce sont les mêmes idées que portent aujourd'hui les forces libérales, disons, au niveau européen. Donc d'un côté, on a M. Fillon qui s'engage dès le lendemain de l'élection à faire voter en priorité le passage de l'âge de la retraite à 65 ans, la fin des 35 heures, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Donc c'est l'austérité version blitzkrieg, il l'a dit lui-même, hein, guerre éclair, donc un vocabulaire emprunté à un certain moment de l'histoire et au pire de l'histoire de l'Europe probablement. Donc ça c'est la version Fillon. Et puis de l'autre côté, on a M. Macron qui, bon, vous le savez, directement issu des banquiers du patronat, qui a fait des lois Macron, dont une a été passée au 49.3, pour rappeler quand même d'où il vient, ce monsieur. Et ces lois ont été des lois de libéralisation du marché du travail et des secteurs clés de l'économie française et des économies européennes. Son programme, c'est simple, d'ailleurs ça a été très bien débusqué par une journaliste de Mediapart, c'est un copier-coller des recommandations de la Commission européenne, donc avec un respect strict des règles budgétaires, une réforme des retraites aussi et de l'assurance chômage, et de nouvelles libéralisations dans les secteurs comme le numérique et dans d'autres pans de l'industrie. Comme François Fillon, il est allé rencontrer Angela Merkel, et donc son choix, c'est la continuité de la politique européenne. Alors, on a parlé de Rome tout à l'heure, du sommet des chefs d'État. Ils ont quand même un petit problème, c'est que l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui rejetée massivement à chaque vote, à chaque expression populaire admise. Il y a un rejet clair et net de l'Europe
qui est construit. Et ils fêtent les 60 ans du traité de Rome, ça a été dit, en même temps que le départ de la Grande-Bretagne, enfin du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc ils sont quand même un petit peu embêtés, et donc ils disent, vous avez sans doute entendu ça dans la dernière période, il faut relancer le projet européen. Alors, comment ils veulent relancer le projet européen? À travers le renforcement de la zone euro. Certains disent gouvernement, d'autres disent parlement, mais en fait un changement institutionnel qui ne remet pas en cause le fond de la politique qui est mise en œuvre au sein de la zone euro aujourd'hui. Et donc, non seulement ça ne change pas le fond, donc ça n'enlève pas de pouvoir aux banques et à la finance sur les politiques économiques et monétaires européennes, mais en plus, comme l'a dénoncé Tsipras, c'est la constitution d'un club fermé des puissants, donc d'une Europe concentrée sur les pays les plus forts, avec des pays périphériques et des pays même encore plus marginaux si on pense à l'Est. Donc voilà la conception qui est en train de se développer, un pan de la conception qui est en train de se développer par les tenants des traités. Et le deuxième pan, et là ça devient très dangereux, c'est la création d'une défense européenne soumise à l'OTAN. Je rappelle qu'il parle de ça à un moment où les tensions grandissent avec la Russie, où on a eu Donald Trump élu à la présidence des États-Unis, et où il y a eu dernièrement une crise diplomatique avec la Turquie d'Erdogan, qui n'est pas non plus un pacifiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, la création d'une défense européenne dont les objectifs seront essentiellement de soutenir les opérations extérieures, défense, opérations extérieures, bon, et les opérations extérieures en Europe sont aujourd'hui quasiment toutes menées par la France. Donc il s'agit de demander aux autres de financer nos opérations extérieures. Et de relancer l'industrie de l'armement. Donc évidemment contraire à toute logique dans un moment de tension. Et évidemment, ils mélangent tout. Donc ils ajoutent aussi la fermeture des frontières dans la défense, la guerre. Enfin bon. Donc voilà la logique. On ne sort pas des logiques d'austérité et on ne remet pas en cause la place de la finance au niveau européen, même on renforce autour du noyau dur qu'est la zone euro, et on remilitarise le continent. Alors là, je dois dire que malheureusement, on aurait pu espérer autre chose de lui. Hamon est en train de rejoindre ce projet, en tout cas, c'est ce que... Alors il dit, il est pour le Parlement de la zone euro et une défense européenne, mais en même temps contre l'austérité. Faudra m'expliquer comment c'est possible. Donc bon, voilà, sans en rajouter trop, il y a quand même un problème de ce côté-là aussi. Autrement dit, aucune leçon n'est tirée par les tenants des traités de la crise démocratique, de la défiance populaire à l'égard de ce qu'ils ont construit. Et c'est, je pense, une raison fondamentale de la montée des extrêmes droites aussi et de la solution de repli qu'elle propose en Europe. Alors, parlons-en un peu de l'extrême droite. Nous connaissons le fondement nationaliste, chauvin, xénophobe et raciste du projet du Front National. Ce qu'on dit moins, et ce que Marine Le Pen essaye de cacher, et c'est pour ça que je vous demande toute votre attention sur cette question importante, c'est que ce projet est un projet hyper concurrentiel. Alors, un Front National qui parle de patriotisme, qui parle de protectionnisme intelligent, qui parle de protéger les salariés, regardez un petit peu, il faut regarder un petit peu derrière le vernis ce que c'est son projet. Je vais vous citer 3 exemples, je crois pertinents. La première, c'est l'idée qu'il faut fermer les frontières aux réfugiés et aux travailleurs immigrés. D'abord, c'est un retour à l'esclavage, parce que si il n'y a pas de règles et si on ferme les frontières, il y aura évidemment soit des réfugiés, des gens qui fuient la guerre, laissés dans les mains
de trafiquants aux frontières. Et donc on développe tout un... Je fais une toute petite parenthèse, je ne vais pas développer ici un argumentaire humaniste, même s'il est évident que pour tout militant de gauche, apporter un soutien et une aide à des gens qui fuient la guerre, ça va de soi. Mais je pense qu'il est important de faire comprendre autour de nous en quoi ça ne nous protège pas du tout de fermer les frontières et d'avoir le projet du Front National. Donc, si on ferme les frontières aux réfugiés, on laisse des femmes, des enfants, et il y a des disparitions aujourd'hui de plusieurs milliers de gamins en Europe, laissés dans les mains de trafiquants, ou on les laisse, disons, exploiter sur le marché noir. Et tout à l'heure, ce qui était dit à propos des donneurs d'ordre et de la sous-traitance, voilà, c'est très très important. Voilà, donc en fait, ça reste quand même des gens qui seront là et qui seront donc soumis à l'esclavage moderne, voire pour les femmes et les enfants, à des trafics des corps. Et ça, c'est une réalité. On n'a pas pu parler tout à l'heure de ça, mais il y a aujourd'hui une campagne qu'on a lancée avec le Parti de la gauche européenne contre la traite des femmes en Europe, et notamment des femmes de l'Est vers l'Ouest. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que les amis de Marine Le Pen, en particulier ceux qui sont à l'Est de l'Europe, Viktor Orban, le Premier ministre polonais, enfin, tous ces amis, sont des ultra-libéraux. Et ils ne veulent absolument pas qu'on touche à la directive des travailleurs détachés. Pourquoi ? Parce que eux, ils considèrent que pour leur pays, le fait d'avoir de la main-d'œuvre pas chère, c'est un avantage compétitif sur les marchés européens. Donc, ils sont totalement, je dirais, au niveau gouvernemental, ils sont inscrits dans cette logique. Et ça, c'est les amis de Marine Le Pen. Au passage, il y en a un autre qui a failli, en tout cas qui a été très proche de gagner les élections aux Pays-Bas à la dernière législative il y a quelques semaines. Ce type-là, Geert Wilders, a été l'assistant de Bolkestein. Donc il n'est pas seulement raciste, il est aussi ultralibéral et il porte un projet hyper concurrentiel. Et le dernier exemple que je veux donner pour argumenter de ce point de vue-là, c'est que Marine Le Pen propose d'engager la France sur le chemin du Royaume-Uni. C'est désormais son modèle à suivre. Donc vous avez vu le lancement officiel des négociations aujourd'hui. Que propose Theresa May ? Elle propose à l'Union européenne un accord de libre-échange et s'apprête à lancer son pays dans la concurrence sociale, donc ça veut dire baisser le coût du travail, et fiscale, donc ça veut dire avoir des baisses d'impôts pour attirer des capitaux. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout une logique protectrice, mais que c'est une logique de guerre économique dans laquelle est le Front National aujourd'hui. Alors évidemment, c'est ça le piège qui est tendu aux Français aujourd'hui, c'est de devoir choisir en 2017 entre l'austérité et la concurrence organisée par Bruxelles ou l'austérité et la concurrence organisée par Paris, si on sortait des traités. Donc c'est un piège total, c'est vraiment un faux débat dont il faut réussir à sortir. Et moi, je dirais qu'il y a 40% des électeurs français qui ne savent pas pour qui ils vont voter aujourd'hui à la présidentielle. Mais moi, le sentiment que j'ai pour regarder des études d'opinion et compagnie, c'est que les gens ne veulent majoritairement, sur la question européenne, ni du repli haineux du Front National, ni laisser les clés de l'Europe à ceux qui l'ont construite telle qu'elle est. Et je pense que c'est particulièrement vrai dans ce qu'on a appelé la génération Erasmus, en tout cas notre génération. Voilà. J'ai beaucoup dépassé déjà. Bon, alors c'était bon. Je passe à notre projet à nous, parce que évidemment il y a ce piège-là, mais il y a une troisième vision, celle d'une France qui cesse de renoncer et qui cesse de penser qu'elle peut rien changer dans l'Union européenne. Celle d'une France qui est une puissance européenne, mais qui met sa puissance au service du dépassement de l'Union européenne, de Rome et de Maastricht.
Ce qu'on veut, c'est une France qui se lance dans une bataille politique européenne historique dès juin 2017, avec une majorité politique qui le permet, anti-austérité, et un programme de combat sur la scène européenne. Et c'est comme ça qu'on a construit notre programme, c'est-à-dire des priorités, des initiatives politiques que devrait prendre un gouvernement de gauche, et des moyens de résister, une démarche aussi, parce que ça ne se fera jamais seulement en conquérant le pouvoir gouvernemental, mais il faut une implication continue et massive des citoyens si on veut obtenir des victoires. Donc c'est aussi ça, et je vais commencer par ça. Notre idée, c'est qu'un gouvernement de gauche devrait commencer sur la question européenne par lancer une immense consultation citoyenne sur le projet européen, qui aboutisse à un texte qui serait le mandat de la France sur la scène européenne, et un texte qu'on ferait voter par référendum. Comme ça permettrait à la fois de lui donner de la force politique à la France, une légitimité populaire pour aller défendre ses idées sur la scène européenne, et en même temps, ça permettrait aux citoyens de se mobiliser pour défendre leurs projets. Donc ça, c'est une idée très importante. Et je dirais que même, c'est une possibilité, même si on peut encore y croire, si on ne gagnait pas les élections législatives en juin, je pense qu'il faut quand même le faire, ça, cette consultation citoyenne. Et que peut-être ça peut être une initiative du parti, vraiment pour aller discuter avec les citoyens dans la période qui vient. Alors, ensuite, il y a, j'ai dit, des axes, des priorités, des axes de bataille dans lesquels un gouvernement, une majorité parlementaire, et là on a des candidats aux législatives qui vont s'engager aussi pour aller au combat sur la question européenne. Donc une France qui utilise tous les moyens qu'elle a en son pouvoir, et en Europe, je répète, ils sont très puissants, les outils politiques, les outils économiques, diplomatiques de la France, c'est énorme, pour faire avancer 4 grandes priorités. La première, c'est que nous avons besoin d'une Europe qui refasse du développement, et qui fasse du développement solidaire avec une mise en œuvre, une mise en mouvement d'un nouveau modèle de développement. Alors ça veut dire rompre avec l'austérité, donc on propose un moratoire sur le pacte de stabilité, donc ces fameuses règles, la règle d'or, et tout ça dont vous entendez parler toute la journée, qu'il faut respecter, que personne ne respecte d'ailleurs. Un moratoire sur le pacte de stabilité. Abrogation du traité budgétaire. La France devrait aller au Conseil européen en disant « ce traité, l'austérité ne marche pas, ce traité doit être abrogé ». Et si elle n'obtenait pas gain de cause, ça fait partie des propositions sur lesquelles il peut y avoir, nous pensons, une logique de rupture beaucoup plus dure, c'est-à-dire de retirer la signature de la France de ce traité, qui est un traité intergouvernemental, donc c'est plus possible. Mais là, donc ça veut dire monter les résistances et la politique de combat d'un gouvernement de gauche, ça doit être graduel. C'est pour ça que nous, par exemple, on a une toute petite différence sur la question du plan B, c'est qu'on pense qu'il faut d'abord qu'on développe vraiment l'offensive, et donc dans toutes ces dimensions, avant de passer à réfléchir au plan B. C'est la petite différence qu'on peut avoir avec des gens à gauche, hein, avec qui on travaille, cela dit, quand même bien. Donc voilà, abrogation du traité budgétaire et création d'un fonds de développement, solidaire en coopération renforcée, parce que probablement on n'aura pas tout de suite l'Allemagne d'Angela Merkel pour abonder le fonds de développement des services publics et de la transition écologique, mais on sait qu'il y a déjà des pays qui seraient prêts à le faire avec nous. Et donc donner à ce fonds une mission de développement social et écologique. Et je dirais que même ça doit, puisque tout à l'heure on parlait de la PAC, j'ai trouvé très très intéressant ce qui était dit, l'idée de réformer la PAC, c'est une idée très importante aussi si on veut promouvoir
un autre modèle de développement, ça a été dit. Nous, notre position, c'est de dire qu'on veut une agriculture paysanne, non productiviste, avec des prix basés sur la souveraineté alimentaire et des prix rémunérateurs pour les salariés et pour les paysans. Et voilà, bon, et des salaires, enfin disons des prix rémunérateurs, un droit au revenu et évidemment à la retraite. Et ça a été une des grandes batailles d'André Chassaigne, qui est un député communiste, comme vous le savez. Bon voilà, donc première idée, l'Europe, ça doit être un projet de développement solidaire. Deuxième idée, le projet européen, ça doit être un projet d'égalité. Et ça, c'est une question très importante si on veut combattre l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il faut aller vers une harmonisation des droits et des revenus par le haut, en prenant comme référence l'européen plus favorisé, où tout ça se discute. Quelle méthode de convergence, parce qu'il faut aussi que ça colle au niveau de vie dans les pays, pour pas créer de la nouvelle concurrence. Mais bon, voilà. Donc, et ça, c'est vraiment une question très importante, parce qu'il faut couper à la racine les raisons des divisions entre travailleurs européens qui créent et qui donnent un terreau favorable à l'extrême droite. Toujours dans cette idée de projet d'égalité, on considère qu'il y a des secteurs qui répondent à des besoins humains élémentaires, comme la santé, le logement, les transports, qui doivent être sortis des règles de la concurrence. Et ça aussi, c'est un niveau de rupture important. Si vous lisez le petit document qui a été fait par le collectif Convergence des services publics, il y a 12 propositions à la fin, et sur les 12, il y en a 6 qui impliquent de remettre en cause, il y en a 50% qui impliquent de remettre en cause les règles de la concurrence européenne. Et donc ça veut dire qu'il faut réfléchir aussi à une stratégie de rupture et qu'il faut qu'on ait des députés qui vont bloquer les directives de libéralisation, qui vont empêcher qu'elles soient ratifiées en France et qui vont mener aussi un travail de résistance et de rupture avec des directives européennes qui ne nous conviendraient pas. Troisième aspect, l'aspect démocratique. Le projet européen néolibéral est contesté et maintenant ceux qui le défendent passent par la violence et l'autoritarisme pour le mettre en place. On a vu, je ne vous parle pas du 49.3, on sait ce que ça veut dire en France, mais on a vu ce qui s'est passé avec la Grèce et ce qui continue de se passer avec un gouvernement qui est pris dans de très très grandes difficultés, parce qu'en même temps il ne peut pas laisser la droite gouverner le pays, enfin s'en aller comme ça et laisser le pays à la droite pour appliquer des politiques encore pires. Donc on est dans une situation compliquée. Mais bon, donc on dit que la dimension démocratique est très importante et ça passe par le respect des souverainetés populaires, le respect de la volonté des peuples. C'est pour ça que je prenais tout à l'heure l'exemple de la Grèce. Un gouvernement français doit, au Conseil européen, dans l'Eurogroupe, s'opposer aux chantages qui ont lieu contre la Grèce, mais qui vont avoir lieu rapidement contre le Portugal et peut-être contre un autre pays qui passera dans le camp du progrès dans les années qui viennent. Et une autre chose aussi, parce qu'on parle beaucoup de démocratiser l'Europe et tout ça, mais aujourd'hui, aucun ministre français ne va prendre ses mandats auprès du Parlement avant d'aller discuter dans les instances européennes. Et ça, par exemple, c'est une chose qu'on peut changer dans la pratique gouvernementale. Et il n'y a pas besoin de changer la Constitution pour aller demander un vote et un mandat au Parlement. Donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent être faites très rapidement. Dernière chose, le projet européen doit être un projet de paix. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est un ensemble régional qui pourrait réellement peser dans des objectifs de paix et de désarmement globaux. Évidemment, dans ce projet de paix, on met aussi l'hospitalité pour les réfugiés et la rupture avec les logiques de libre-échange qui ont été très bien exposées tout à l'heure. Je vous cite un tout petit exemple parce que pour montrer comment l'Europe devrait jouer un autre rôle.
Il y a eu un conflit, parce que déjà, elles se fait concurrence entre elles, et c'est une question qui concerne la pêche. Il y a des quotas de pêche, et il y a une concurrence entre les pêcheurs français et les pêcheurs espagnols. Et l'Union européenne n'arrive pas à régler ça. Il y a des luttes des deux côtés, contre les quotas, solidaires, pas toujours solidaires, donc voilà. Et finalement, comment ils ont réglé le conflit ? Ils ont permis aux Espagnols et aux Français d'aller pêcher dans les espaces africains. Je crois que c'est la Côte d'Ivoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est sur les côtes ivoiriennes. Donc voilà. Donc, évidemment, si on change les logiques... Pardon ? Non, je t'en prie. Si on change les logiques de l'Union européenne vis-à-vis de l'international et vis-à-vis de la logique de concurrence, on peut aussi éviter des futurs conflits et des futures famines dans les pays africains. Alors, j'accélère parce que je vais vous fatiguer. Voilà, j'ai déjà un peu développé la démarche, mais je disais, il y a des priorités et il y a des initiatives à prendre, que devrait prendre la France, et notamment organiser des conférences européenne avec les gouvernements qui le souhaitent, mais aussi avec les sociétés civiles, le monde syndical, le monde social des pays, sur des grands thèmes pour élever le niveau de bataille politique commune à l'échelle européenne et pour aller porter donc des propositions, des revendications qui seraient construites avec toutes les forces disponibles. Évidemment, je pense à un sommet social sur l'harmonisation des droits, et c'est urgent dans cette situation avec la montée de l'extrême droite. Une conférence pour la restructuration des dettes, une conférence pour la paix et le désarmement, une COP fiscale comme justement les parlementaires du parti ont réussi à obtenir que ce soit une proposition du Parlement. Donc il faut qu'on porte ça plus haut maintenant. Et un sommet, et là on touche à la politique monétaire européenne, à la Banque Centrale Européenne, un sommet pour la révision des politiques économiques et monétaires européennes. Merci beaucoup.